Le monde est à un moment de bascule géopolitique avec les conflits en Ukraine, à Gaza, mais aussi avec la politique des États-Unis qui semble de nouveau être impérialiste, mais aussi bascule climatique avec un réchauffement de la planète qui s'accélère. C'est dans ce contexte que l'Union européenne tente de trouver sa propre voie. Notre invitée aujourd'hui sur Euradio réfléchit depuis des années sur cette voie européenne. Elle la souhaite plus fédéraliste et aussi plus à l'écoute des citoyens européens. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Vous êtes haute fonctionnaire, philosophe et sociologue, vous enseignez à l'université Paris-Dauphine et vous êtes également présidente de l'Institut Veblen pour les réformes économiques. Et votre dernier ouvrage, il est sorti il y a un peu plus d'un an, il s'intitule « Une société désirable, comment prendre soin du monde ». D'abord, merci d'être notre invité. Je vous en prie, aujourd'hui. C'est un plaisir. Sur Radio. Alors pour commencer, j'allais dire une question entre guillemets d'actualité, votre regard sur la séquence de ce début d'année, Donald Trump qui enlève le président du Venezuela, qui veut qu'on lui cède ou qu'on lui vende le Groenland, même si depuis il semble un peu avoir reculé, et l'Europe qui cherche la réponse à lui apporter. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors ça m'inspire d'abord un sentiment, comme tout le monde a, de sidération devant des événements tellement improbables et imprévisibles et qui me semblent n'être jamais arrivé finalement de la part du président d'une grande puissance comme les États-Unis. Et en même temps, ça fait longtemps que je me dis, et je vois que c'est de plus en plus évident, que c'est une occasion rêvée pour l'Europe d'enfin se ressaisir, d'enfin se réunir, d'enfin se réveiller. Alors ça met du temps, hein. Je trouve que ça met très 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 longtemps. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le président Zelensky quand il s'est exprimé à Davos en disant, en fustigeant la lenteur des Européens. Je crois vraiment qu'il faut qu'on se dépêche. Et si vous voulez, ce que me rappellent en fait les événements qui se passent en ce moment, alors je n'étais pas née, mais j'ai beaucoup lu sur ce moment, c'est mai 1948, c'est-à-dire le moment où des personnalités venues, d'ailleurs de simples citoyens, venus de tous les pays européens, se réunissent à La Haye et font ce fameux congrès de La Haye pour faire les États-Unis d'Europe. On reparlera effectivement de ce moment important dans la construction européenne qu'est le congrès de La Haye, mais pour revenir sur l'actualité, sur les derniers développements de ces plaques qui bougent en termes géopolitiques, on va dire, comment vous expliquez qu'encore aujourd'hui l'Europe soit si dépendante des États-Unis ? C'est toute notre histoire, hein, qui a commencé il y a très très longtemps, mais qui s'est approfondie avec le plan Marshall. Hein, donc on considère en général que les États-Unis sont venus nous sauver et nous ont plus ou moins à la fois proposé, imposé le plan Marshall, et que nous sommes rentrés dans une alliance. Et là où Trump n'a pas tort et nous fait d'une certaine manière du bien, il n'a pas tort de rappeler que on s'est d'une certaine manière laissé aller à ce confort, hein, d'être protégé, d'être pris en charge par les Américains. On n'a pas cherché à être autonome. Exactement. Et donc c'est pour ça que je trouve que finalement c'est une excellente occasion. Il faut que nous comprenions que oui, nous sommes seuls, nous devons être seuls, nous devons être indépendants, et donc on a des tas d'efforts maintenant à faire pour réussir à être une Europe autonome, puissante stratégiquement, autosuffisante, je dirais, et voilà. Et justement sur l'autonomie. Et unie, c'est ça le terme que je cherchais, pardonnez-moi. Unie et solidaire, ce qui me semble très important, et pas nécessairement, ça ne reflète pas nécessairement ce qu'est l'Europe en ce moment. Et donc vous appelez à une autonomie de l'Europe. C'est d'ailleurs ce terme que l'on retrouve, autonomie stratégique, dans une tribune que vous avez publiée en décembre l'an dernier dans le journal Le Monde, avec d'autres personnalités comme Jacques Attali, Daniel Cohn-Bendit ou encore Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC. Donc cette autonomie stratégique de l'Europe, comment on met ça en place très concrètement dans le monde dans lequel on vit ? On doit en effet... Alors tiens, ça me permet de dire quelques mots sur cette tribune. J'étais pas d'accord avec tout, mais vous savez, souvent on vous propose de signer des tribunes. Quand vous les avez pas écrites, vous n'êtes pas d'accord avec tout. Et donc je trouvais que ça allait un peu loin.
loin sur le côté un peu libéral de cette Europe. Mais finalement, je me suis dit que, après tout, on ne peut pas, c'est comme un peu la dispute entre Jaurès et Guesde, on ne peut pas tout avoir d'un coup. Peut-être qu'il faut mettre notre mouchoir sur un certain nombre de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord pour absolument avancer vers une Europe plus unie. Donc, comment on fait ? Je pense qu'il y a des tas de choses à faire. D'abord, il faut qu'on gagne la course de vitesse qui est en train de se déployer dans les États membres avec l'extrême droite. L'extrême droite est souverainiste, l'extrême droite est nationaliste. Le nationalisme, c'est la guerre. Et donc, on est vraiment embarqué dans cette course de vitesse. On doit aller très, très, très vite. On sera peut-être obligé, d'ailleurs, de ne pas faire ce que nous voulons faire à 27, mais à moins. Qu'est-ce que vous entendez d'abord sur course de vitesse avec l'extrême droite ? C'est très simple. Il y a des pays qui commencent à tomber sous des régimes, sous des gouvernements d'extrême droite, qui donc sont eurosceptiques et militent contre l'Europe, qui admirent Trump. Alors même la Hongrie, par exemple, à l'Italie de Meloni. Bien sûr. Alors avec des degrés différents. Viktor Orban est plus eurosceptique et fait plus de mal à l'Union européenne que Giorgia Meloni pour l'instant. Mais donc voilà, partout il y a des élections, partout l'extrême droite monte, et donc il faut vraiment qu'on se dépêche pour... alors vous me dites comment on fait cette autonomie stratégique. Moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en matière notamment de gouvernance. Il faut qu'on fasse passer à la majorité qualifiée un grand nombre de sujets écologiques, sociaux, de défense. Il faut absolument qu'on fasse l'Europe de la défense. Vous vous souvenez que c'est en 54, à cause de la France, que la communauté européenne de défense a échoué. Ce qu'on appelait la CED à l'époque, oui. Absolument. Et donc, voilà, il faut qu'on avance. Pour ça, il faut que les gouvernements soient d'accord des pays. C'est pour ça que je parle de la course de vitesse. Et les citoyens, comment on les inclut là-dedans ? Vous l'avez dit, l'une des réponses, c'est sans doute la défense commune. En clair, comment est-ce que l'on convainc les Français d'abandonner une partie de leur souveraineté sur cet aspect-là très crucial qu'est la défense ? Je suis très inspirée par deux auteurs et autrices. D'une part, Jürgen Habermas, un philosophe allemand qui a énormément écrit. Je relisais encore récemment ses œuvres. C'est extrêmement important ce qu'il a fait. Ça fait 20 ans qu'il milite pour l'Europe, qui nous dit que, il a écrit par exemple Après l'État-nation, qu'il nous dit que la seule manière pour nous, les pays européens, de nous en sortir, il disait déjà ça il y a 20 ans, c'est de s'unir et de faire une Europe très unie, très solidaire, très, très puissante. Et l'autre autrice qui m'inspire beaucoup s'appelle Céline Spector, qui a écrit Nos Démos, un très beau livre. Et que nous disent ces deux auteurs ? Ils nous disent, les eurosceptiques prétendent qu'on ne peut pas construire l'Union européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Mais un peuple, ça se construit. Donc, construisons ce peuple européen avec quoi ? Mais avec des constitutions, avec des conventions citoyennes, avec des référendums, avec des listes transnationales. Même si la Constitution, on se rappelle en 2005 le nom de la France et des Pays-Bas à la Constitution, on voit la difficulté pour les Français à adhérer à ce type de projet. Mais vous avez raison, mais peut-être que les Français sont en train de comprendre que c'est notre seule voie de sortie. Et pourquoi m'inspire-t-il ? Parce qu'il parle de souveraineté partagée. Et Céline Spector, notamment, décrit extrêmement bien, en revenant sur des textes du XVIIIe siècle, comment on peut avoir à la fois une souveraineté nationale, mais aussi une souveraineté partagée, donc une souveraineté européenne. Donc ça veut dire que oui, alors on n'abandonne pas nécessairement certaines compétences, on partage ces compétences, donc on partage la décision et simplement on est capable de faire des compromis et de prendre des décisions ensemble. Et pourquoi ça peut marcher ? Parce que si on regarde bien, si on prend un petit peu de hauteur, on est finalement un des seuls endroits dans le monde où on croit encore à ces valeurs que sont la démocratie, la paix, la liberté, l'égalité. Et donc voilà, si on veut préserver ce socle de valeurs, on doit être capable de s'entendre pour le faire. Et sur quel sujet il faudra aller plus loin, rapidement ? Sur tous les sujets. Donc, défense. Alors, énergie très important. On est en train de reculer, là, à l'échelle européenne. On est un petit peu revenu sur le Green Deal. Néanmoins, on conserve nos objectifs de diminution de 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030.
Défense, énergie, Europe sociale. Je crois qu'il faut avancer. On en parlera effectivement, puisque c'est l'un de vos thèmes de prédilection. Voilà. Politique sociale. Je crois qu'il faut montrer à nos concitoyens qu'ils peuvent gagner, on va utiliser le langage de l'intérêt personnel, ils peuvent gagner à cette Europe plus approfondie. On parle de l'avenir européen aujourd'hui sur Euradio, de la place de l'Union européenne dans le monde et de son évolution, y compris institutionnelle, avec la philosophe et sociologue Dominique Méda, qui préside également l'Institut Veblen pour les réformes économiques. Alors vous militez, Dominique Méda, avec d'autres, pour une transformation profonde des institutions européennes. On en a déjà un petit peu parlé dans la première partie de cette interview. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans le fonctionnement très concret des institutions européennes aujourd'hui ? Alors, ce qui ne va pas, vous savez qu'on a un pouvoir qui est très fragmenté entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Tout ça est critiqué. Le Parlement n'a pas assez de pouvoir. Il faudrait que le Parlement ait un droit d'initiative réel pour pouvoir avancer sur un certain nombre de législations. On continue à avoir un vote à l'unanimité, non pas à la majorité qualifiée, sur des sujets très importants sur la fiscalité. Du coup, on peut absolument pas avancer sur un grand nombre de sujets. Donc, je pense que une des premières choses, c'est de donner plus de pouvoir au Parlement. Et surtout d'ouvrir à la majorité qualifiée tout un grand nombre de thématiques qui nous permettront d'avancer. Mais avec l'évolution politique de l'Europe, on parlait de cette percée de l'extrême droite, de cette course à l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque tout simplement que l'Europe régresse sur tous les sujets dont on a parlé jusqu'à maintenant ? Le risque est réel, d'ailleurs ça a commencé. On est en régression sur l'écologie, avec le recul sur la directive qu'on appelle sur la double matérialité et puis sur le devoir de vigilance. Cette directive omnibus, effectivement, Exactement. Avec le devoir de vigilance des entreprises qui a été raboté en fin d'année dernière. Voilà, donc on est en recul sur un certain nombre de sujets, pas encore complètement, c'est-à-dire qu'on a gardé des objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que si la course de vitesse fait qu'un certain nombre de pays tombent dans les mains de l'extrême droite et donc que ces pays finalement s'opposent à l'extension de l'Union européenne, il faudra certainement qu'on soit capable de faire des coalitions entre pays volontaires, c'est à la mode en ce moment, entre pays volontaires pour faire nous-mêmes, entre pays convaincus, une Europe de l'énergie, une Europe sociale, une Europe qui avance sur les sujets pour prouver aux autres qu'on en est capable et pour essayer de les entraîner. Alors en 2024, vous aviez participé à un livre collectif, Reconstruire la pensée européenne, dirigé par le philosophe Dominique Bourg, où vous appeliez à renouer, je cite, avec les espoirs du Congrès de La Haye en 1948. On en a parlé très brièvement au début de cette interview. C'est un événement qui est donc considéré comme la première pierre du fédéralisme européen. Alors en quoi ces discussions qui ont lieu il y a presque 80 ans maintenant, elles peuvent inspirer l'Europe de maintenant ? Alors, elles peuvent l'inspirer et je trouve qu'en ce moment, les événements actuels font un écho très fort à ce qui s'est passé. Pourquoi ? Donc, en 1948, les fédéralistes européens se réunissent en congrès à La Haye et décident de faire les États-Unis d'Europe. Donc, pendant 3 jours, ils discutent. Il y a un certain nombre de rapports qui sont rendus. Et puis, à la fin, ça ne se fait pas. On ne fait pas les États-Unis d'Europe. Alors, il y a pas mal d'interprétations qui sont proposées. Les uns disent que c'est les Anglais, finalement, qui n'ont pas voulu. Les autres, que ce sont les Français. Mais il y avait cette envie très forte de faire les États-Unis d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était, nous, les Européens, d'abord, on sortait de la guerre, et on était pris entre deux feux, d'une part Staline et l'URSS qui nous menaçaient, et d'autre part, les États-Unis qui nous faisaient du chantage avec le plan Marshall. Et donc, c'est la peur qu'on soit mangé par ces empires qui nous a donné envie de faire ces États-Unis d'Europe. Et puis après, la peur est partie, Staline est mort, les choses se sont apaisées, et on a un peu oublié. Il me semble qu'aujourd'hui, on est exactement dans cette même situation, avec la menace même de 3 empires aujourd'hui, si on ajoute la Chine. Et donc, ça doit nous faire bouger, et il me semble qu'il est temps de... Alors, est-ce qu'on va parler de fédéralisme ou de confédéralisme ? C'est ma collègue Céline Spector qui pose cette question. Faut peut-être pas rentrer dans une grosse machinerie bureaucratique, mais en tout cas, ce qui me semble, c'est qu'il faut avancer vers une plus grande solidarité interne à l'Europe. Parce que la question sous-jacente, effectivement, c'est ça, c'est comment aller plus loin dans le fédéralisme sans perdre la
la proximité qui est attendue par les citoyens avec leurs institutions, avec leurs services publics? Bien sûr. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense à un autre auteur qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui s'appelle Sicko Mansholt. Sicko Mansholt, c'était le vice-président de la Commission européenne en 1972. Il lit pendant les vacances de Noël le rapport Meadows, The Limits to Growth, et il est du club de Rome, effectivement, et il est bouleversé par cette lecture, et il va envoyer une lettre à son collègue, le président de la Commission européenne, et en lui faisant un petit programme de bifurcation écologique de l'Europe. Voilà quelqu'un qui a mis en place une politique agricole très productiviste, qui a un poste très important et qui nous indique comment il faut faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. D'ailleurs, la lettre a été publiée, où vous signez la préface. Exactement, c'est un texte passionnant. Mais voilà, il y a donc comme ça des personnalités de temps en temps qui peuvent faire bouger les choses. Ce qui a manqué, c'est sans doute une forme d'éducation de la population, parce que si je vais très vite, Georges Marchais s'est emparé de cette lettre pour dénoncer et l'instrumentaliser pour appeler les gens à voter non au référendum sur l'entrée de 4 nouveaux pays dans la communauté européenne. Donc voilà, si vous voulez, moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'on n'en fait pas assez pour impliquer les citoyens. On continue à apprendre notre petite histoire nationale. On n'a pas de grandes... C'est ce que disait Habermas. Habermas disait il faudrait des grandes conventions citoyennes. Il faut qu'on ait des échanges d'étudiants beaucoup plus nombreux. Il faut qu'on ait des référendums transnationaux. Bref, il faut que les citoyens savent ce que c'est et à quoi ça peut leur servir, l'Europe. Et aussi que ces gens-là, ils nous ressemblent beaucoup. On a plein de choses en commun. C'est un problème de représentation aussi. Celles et ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui sont un peu éloignés de nos préoccupations quotidiennes. Alors ça, c'est vrai. Peut-être que la Commission est dans sa bulle. Parce qu'autant on connaît le gouvernement français, ses ministres, pas tous parfois, tellement la composition des gouvernements peut être importante, mais autant je pense qu'on connaît peu en France, en tout cas, le nom du commissaire européen à la défense, de la haute représentante pour les affaires étrangères. Tout à fait. Et le problème, c'est aussi que les gouvernements nationaux s'amusent toujours à rejeter la faute sur la Commission européenne et sur l'Europe. Quand il y a un problème quelque part, c'est la faute de l'Europe. Donc il faut absolument qu'on arrête de faire ça. Alors, vous avez évidemment donc, parlé de cette lettre de Sicko Mansholt, ancien vice-président de la Commission en 1972, déjà, sur les limites de l'agriculture à l'époque. Pourquoi on n'écoute pas plus encore aujourd'hui ces voix qui plaident pour une transformation profonde, notamment de notre système énergétique ? Parce qu'on est... Bon, d'abord, il y a beaucoup de désinformation. On a vu que l'extrême droite s'empare de la question des énergies renouvelables, notamment, en disant que c'est n'importe quoi, et suit Trump dans cette vague climato-sceptique, alors que, je lisais encore un article ce matin qui montrait qu'au contraire, en Europe, on avance en matière d'énergie renouvelable. Donc, il y a quand même une mauvaise information, même une désinformation, et je crois qu'on n'explique pas suffisamment aux gens l'intérêt personnel. C'est pour ça que j'ai titré le dernier ouvrage que vous avez bien voulu citer, je l'ai titré « La société désirable » parce qu'il me semble qu'il faut absolument qu'on soit capable de montrer aux personnes pourquoi ce que j'appelle la reconversion écologique, à la fois de notre pays et de l'Union européenne, peut leur apporter du plus, peut améliorer leur situation en matière de santé, d'alimentation, de lien social, mais aussi d'emploi et de travail. Mais justement, sur ça, sur l'emploi, c'est évidemment l'un de vos sujets de prédilection depuis plusieurs années. Vous défendez une Europe sociale, Dominique Méda. Jusqu'où on doit aller, jusqu'où l'Europe doit aller pour mieux défendre les droits des travailleurs, des travailleuses, des salariés partout en Europe ? Je pense que là encore, il faut montrer à nos concitoyens en quoi l'Europe peut leur être utile. Aujourd'hui, ils vont pas bien, il y a des problèmes de conditions de travail qui sont vraiment très, très forts, des problèmes de pouvoir d'achat, de reconversion. On va devoir avoir à faire face à un certain nombre de reconversions, à la fois en raison de la transformation écologique, mais aussi de l'IA. Et donc, il faut les anticiper, ces transformations. Je pense que si l'Union européenne était capable de mettre en place des outils comme une assurance chômage, un fonds
permettant aux personnes en reconversion de faire cette reconversion tranquillement en ayant de la formation. Et puis plein d'autres choses. Une carte universelle d'assurance maladie permettant aux gens de travailler dans un pays ou dans un autre. Je pense que déjà, ça serait extrêmement utile. En tout cas, on l'a bien compris, Dominique Méda, vous militez pour plus d'Europe, mieux d'Europe aussi. Et c'est ce que l'on peut lire depuis des années dans vos tribunes, dans vos ouvrages. En tout cas, encore merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Euradio. Je rappelle que vous êtes haute fonctionnaire, philosophe, sociologue et que vous présidez l'Institut Veblen pour les réformes économiques. Et on peut toujours trouver en librairie votre dernier livre sorti il y a un peu plus d'un an, Une société désirable, comment prendre soin du monde. Encore merci, Dominique Méda. Merci infiniment pour votre invitation.